Les chatouilles. Écoutez, c'était quoi les chatouilles? C'était des petits rendez-vous comme ça, à droite à gauche, on fait borène de plus, quoi. Puis il faut bien les forcer, les former, les enfants. On sait jamais sur qui tombe après. Je vais vous dire que la gamine, elle connaissait son répertoire sur le bout des doigts, et elle aimait ça. Et tu aimais ça, Odette? Dis-le au monsieur, parce que je ne sais pas. Eh bien, Odette, il ne faut pas mentir, Odette. Il ne faut pas mentir, on est en cours d'assises. Elle ne le dit pas, mais elle aimait ça. Ah non, monsieur le procureur, moi je l'ai jamais forcé, la gamine a été muette comme une carte. Non? Non? Non, alors là, je suis pas d'accord, mais non, monsieur le procureur, non, monsieur le président, ce n'est pas vrai ça. On ne peut pas forcer les gens, ni un adulte, ni un enfant, ce n'est pas vrai ça. Je vais vous dire une chose, la gamine, c'est elle-même qui a enlevé la culotte, la gamine, alors. C'est moi le coupable. C'est moi le coupable, messieurs, dames, quoi. Hein? C'est moi le coupable, monsieur le président, quoi. Andrea Bescon n'a que 8 ans quand elle est violée par un ami de ses parents. Son calvaire va durer près de 4 ans. Il a fallu attendre de longues années pour qu'elle sorte de son silence et que son agresseur soit condamné. Dans son spectacle autobiographique Les Chatouilles, qu'elle joue à Genève lors de la Journée internationale des droits de l'enfant, elle retrace l'enfance brisée de la petite Odette, 8 ans. Chaque année en France, 150 000 enfants seraient victimes de viols ou de tentatives de viol. Des crimes restés dans l'oubli, car la honte et la culpabilité empêchent souvent de parler. Elle me faisait tout ça, j'ai jamais rien dit. Forcément, j'avais sa langue dans ma bouche, alors je pouvais pas dire grand-chose. Après, il descendait sa main et il la plongeait. Et avec ses doigts, il grattait fort. Il appelait ça les chatouilles. Mais moi, quand même, ça me brûlait. Oh, j'ai vraiment l'air con avec cette tête de lapin, bordel. Vas-y, bosse. Après, il me disait, caresse-la. Alors, je prenais son truc. Et mouille-la avec ta bouche. Je comprenais pas. Et comme il poussait ma tête vers en bas, ah, d'accord, c'est un bonbon. Alors, je l'exécutais. À ce moment-là, il poussait toujours un râle bizarre. Je le regardais. Il était tout rouge. Tout gonflé, comme un ballon. On aurait dit qu'il allait exploser. Il était moche. À l'automne 2017, une décision judiciaire choque l'opinion. Une fillette de 11 ans, ayant eu un rapport sexuel avec un homme de 22 ans, voit son agresseur acquitté par le tribunal. L'écart d'âge n'a pas suffi à le faire condamner. Pour les victimes de viol, ce verdict est choquant. Ah, mais écoute, mon cœur est chaud quand je suis avec vous. Cette notion de déshumanisation qui se met en place quand on a été un enfant violé, en fait. Donc, de manière tout à fait personnelle, moi je suis passée par là et plus je rencontre de victimes, plus je vois qu'on est un peu tous dans le même cas et qu'il faut tout reconstruire derrière, tout réparer en fait, il faut tout réparer, pas guérir parce qu'on n'est pas malade, c'est se réparer doucement. Mais c'est vrai que d'être reconnu en tant que victime par la justice, par la famille, par son entourage, c'est quand même quelque chose qui est assez salvateur, quoi. Pour réfléchir à une réforme, le Sénat met en place un groupe de travail au sein de la commission des lois. L'enjeu, créer une réponse adaptée. Et la méconnaissance des conséquences sur leur santé à long terme et des conséquences aussi sur leur vie. Reçue par les sénateurs, la psychiatre Muriel Salmona explique les conséquences à l'âge adulte des violences sexuelles subies dans l'enfance. C'est possiblement 20 ans d'espérance de vie en moins. C'est le premier facteur de risque de mortalité précoce, de décès précoce. Premier facteur de risque de suicide, de dépression à répétition, de conduite addictive. Enfin, tous les grands problèmes de santé publique. Premier facteur de risque d'obésité, troubles alimentaires, de troubles cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, troubles de l'immunité, diabète, HTA. Au cours de leurs travaux, les sénateurs vont étudier la question du consentement et celle du délai de prescription pour permettre aux victimes de porter plainte après leur majorité. Pardon. Je vous en prie. En France, il n'y a pas de seuil inscrit dans la loi qui permettent de dire qu'en dessous d'un certain âge, un acte sexuel entre un majeur et un mineur est un viol. Emmanuel Macron souhaite instaurer un seuil à 15 ans. La garde des Sceaux a évoqué 13 ans. Le Parlement va devoir trancher. Nous devons protéger les enfants. Et si ce n'est pas écrit dans la loi, c'est notre rôle de législateur d'écrire un seuil. Ça nous permettra
nous qui sommes là aussi pour poser certains interdits dans la société, si on écrit ce seuil, nous aurons l'impression d'avoir fait notre travail de législateur et de contribuer au mieux vivre ensemble dans une société. Actuellement, selon le code pénal, le seul écart d'âge entre un mineur et un majeur ne suffit pas pour condamner une personne pour viol. Il faut prouver que l'auteur a commis un acte sexuel avec pénétration en usant de violence, contrainte, menace ou surprise. Si l'une de ces 4 conditions n'est pas démontrée, l'auteur n'est poursuivi que pour délit d'atteinte sexuelle et non pour crime, comme l'explique Jean-Claude Marin, le plus haut magistrat de France, lors de son audition. La grande différence entre agression sexuelle ou atteinte sexuelle, c'est la problématique du consentement. Dès lors qu'il y a une atteinte sexuelle sans consentement, on est dans l'agression. Et lorsque l'on a une agression sur un mineur dont on estime qu'il y a eu consentement, on est dans l'atteinte sexuelle. Le mot consentement n'est écrit nulle part dans le code pénal. Celui que l'on juge, c'est l'auteur de l'infraction. A-t-il exercé une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour parvenir à l'acte sexuel? Au tribunal de Bobigny, le juge des enfants Édouard Durand estime qu'il faut faire évoluer le droit. Je pense que les affaires récentes qui ont beaucoup ému la société sont très importantes parce que les personnes dans les familles, les professionnels dans leur travail, la société dans son ensemble, nous sommes parvenus à nous représenter la scène sexuelle. Et donc à être choqués par l'idée qu'un adulte d'une trentaine d'années et une fillette d'une dizaine d'années pouvaient penser la même chose de l'acte au moment où il était commis par l'adulte contre l'enfant. Chez la plupart de nos voisins en Europe, il existe un seuil d'âge en dessous duquel un mineur ne peut consentir à un acte sexuel avec un majeur. Ce seuil minimum est fixé à 13 ans en Grande-Bretagne, 14 ans en Allemagne, en Autriche, en Italie et au Portugal, à 15 ans au Danemark et à 16 ans en Suisse. Ancien de la Star Academy et aujourd'hui engagé en politique, Mathieu Johan nous reçoit au conseil départemental de la Manche. Pour lui, l'enfer a commencé à l'âge de 7 ans. Sur son lieu de vacances, où il passait tous ses étés, l'animateur du camping lui faisait subir des viols à répétition. Maman s'était un peu amourachée de lui. Et finalement, lui, c'était seulement amouraché de moi. Et donc, il m'aimait, fougueusement, me disait-il. Et il abusait de moi, donc ça durait un mois et demi. Et puis, les rencontres se sont un peu moins espacées puisque maman l'a invité quelques fois à la maison et puis on allait le voir en banlieue parisienne. Alors moi j'étais très partagé entre le fait de ne pas avoir de papa, donc d'avoir peut-être un papa de substitution, et n'ayant aucune en plus éducation paternelle, je ne savais pas si c'était bien ou pas ce qui se passait. Je sentais comme un truc pas normal, mais quand on n'a pas de repères, quand on a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben on se laisse faire et puis on se tait. Et on a honte, voilà. Et le calvaire va durer des années, jusqu'au jour où il reçoit l'appel du père d'un ami de vacances qui a découvert que son fils était lui aussi victime du même prédateur. Il me dit « Bonjour, c'est Jean-Jacques, est-ce que tu vas bien? Tu es sûr que tout va bien ?» Et là, c'est un peu le début de l'enfer, d'un autre enfer. C'est le début de l'enfer judiciaire. Je suis auditionné par un mec qui me pose des questions complètement dingues, quoi, avec du recul, qui m'humiliait davantage. Il faut que tu me dises tout ce qu'il t'a fait, est-ce que tu as pris son sexe dans ta main, est-ce que tu l'as sucé, enfin des choses qui étaient... J'avais l'impression d'avoir affaire à des adultes totalement administratifs. Et je me sens une fois de plus... non pas victime, mais coupable de ce qui s'est passé. Parce que je suis un petit garçon d'11 ans, 11 ans et demi, qui est pas préparé du tout à tout ça. Après un long processus de reconstruction, Mathieu Johan s'engage avec la voix de l'enfant. Cette association a créé une 50aine d'unités d'accueil médico-judiciaire. Le but, favoriser le recueil de la parole des mineurs victimes de violences. Donc tu vois, on sera à proximité immédiate de la salle d'audition qui du coup c'est pareil. Commandant de brigade de recherche de Saint-Malo. Reçu à l'unité de Saint-Malo,
la présidente du groupe de travail, Marie Mercier, va à la rencontre des acteurs de terrain. Ici, gendarmes et psychologues travaillent main dans la main pour auditionner les enfants. On a commencé à faire un groupe de travail, d'abord avec les gendarmes, et depuis 2007. Et donc un groupe de travail qui s'est transformé en groupe de formation continue, en fait, pluridisciplinaire, et qui vit depuis 10 ans. Ce groupe de formation qui donc se réunit, on a facilement maintenant 30, 35, 40 enquêteurs qui viennent. À chaque on en fait 2 par an en général. Et puis aussi on forme les enquêteurs qui arrivent. On fait des erreurs quand on est enquêteur, on a un petit peu peur quand on a un enfant face à nous et on ne veut pas se tromper, on ne veut pas le traumatiser, on ne veut pas qu'il soit plus traumatisé qu'avant qu'il arrive devant nous. Donc il faut qu'on réfléchisse un petit peu à la façon dont on pose nos questions. Et c'est vrai que par exemple, moi j'avais tendance, je posais une question, l'enfant ne me répondait pas tout de suite, j'en posais une deuxième, il ne répondait pas, hop, une troisième. Et c'est là que j'ai appris, j'ai fait un long travail sur moi-même, j'ai appris à laisser les silences, lui laisser le temps, parce qu'il n'a pas la même construction que nous. À Saint-Malo, tout est fait pour mettre les enfants en confiance. L'unité d'accueil est située dans l'hôpital et non au sein de la gendarmerie, pour éviter aux victimes de vivre leur interrogatoire comme une expérience traumatisante, à l'image de ce que Mathieu Johan a vécu. Des outils adaptés à chaque tranche d'âge ont été mis en place. Et l'audition est filmée. Cela constituera un élément de preuve pour les magistrats. Aux enfants, on explique la caméra, les petits ronds blancs au plafond, les micros pour l'enregistrement audio. Le fait qu'il peut expliquer avec ses mots à lui ce qui s'est passé, et que si c'est compliqué, il peut aussi utiliser le dessin, c'est-à-dire soit écrire, soit dessiner ce qui s'est passé. À ce moment-là, il glisse la feuille à l'enquêteur qui en prend connaissance et qui poursuit l'audition. On a mis en place depuis 1 an maintenant des pictogrammes qui permettent aux enfants qui ont peu de langage de pouvoir être mis en confiance avec des petites scènes de la vie quotidienne. Donc l'enquêteur présente cela et puis l'enfant peut à ce moment-là parler. Et pour les enfants, parce qu'ils peuvent aussi être gênés de montrer ou de nommer les parties. Donc voilà, on a cette version garçon, version fille. Voilà, où ils peuvent pointer là où on leur a fait du mal, là où ils ont été touchés. De l'autre côté de la vitre sans teint, la psychologue va orienter l'enquêteur dans l'audition du mineur. Équipés d'une oreillette, ils sont en lien permanent. L'objectif est de déterminer en cas de viol s'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. C'est toute la question du consentement qui se joue ici. La psychologue est là pour le bien-être de l'enfant. À tout moment, elle peut interrompre l'interrogatoire si le mineur est trop en souffrance. On a la possibilité de zoomer si ils sont en train de double table. Voilà, double table transparente. On voit souvent les enfants qui tapent, vous voyez, qui mettent les mains comme ça. Vous voyez, quand ils transpirent, on voit aussi qu'ils transpirent sur cette table-là. C'est un signe de stress. Quand l'enquêteur va lui demander de raconter avec ses mots à lui ce qui s'est passé, il va être obligé de se rappeler, de se remettre en condition de l'agression, du contexte de l'agression. Donc c'est redire, en fait, c'est vivre à minima ce qui s'est passé. Donc on va être très vigilant à son bien-être psychique et puis on va guider l'enquêteur pour que ça se passe le mieux possible pour lui. Enregistrée, l'audition du mineur est transmise au magistrat chargé de l'affaire. Selon le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 60% des victimes de viol sont des mineurs. Mais parfois, il est difficile d'établir s'il s'agit d'un viol ou d'une relation consentie, et la notion du consentement est laissée à l'appréciation des magistrats. Fréquemment, dans les audiences que je dois présider, j'entends de la part des agresseurs toujours la même phrase qui est il ou elle disait rien, il ou elle était consentante parce qu'il disait rien. Le progrès, c'est de dire que la contrainte est constituée dès lors que l'enfant a 13 ans et moins, s'agissant d'un acte commis par un adulte, sans qu'il soit possible d'apporter la preuve contraire. Sinon, on reviendrait à l'état du droit actuel. Alors, comment faire en sorte que le code pénal protège mieux les mineurs? Au Sénat, les auditions se succèdent. Ministre de l'Enfance sous le précédent quinquennat et désormais sénatrice, Laurence Rossignol a rédigé une proposition de loi sur le non-consentement. Tout l'enjeu est de définir un seuil d'âge.
J'entends bien qu'il y a des seuils d'âge, de maturité qui sont différents et qu'entre 13 ans et 15 ans, il se passe des choses dans la maturité sexuelle et affective d'une jeune fille ou d'un jeune garçon d'ailleurs, qui amènent certains à proposer que entre 13 et 15 ans, on continue de conserver le critère de l'écart d'âge pour déterminer si il y a eu ou non contrainte et que le viol ne soit présumé avec une présomption irréfragable que pour les moins de 13 ans. 13 ou 15 ans, tout le débat a lieu autour de ce seuil, ce qui explique que certains magistrats soient fermement opposés à la création d'une présomption de non-consentement irréfragable. Irréfragable, c'est un terme qui signifie que l'on ne peut pas apporter la preuve contraire, ce qui va à l'encontre des droits de la défense. Concrètement, ça veut dire que si nous avons une victime qui est âgée de 14 ans et 11 mois, donc moins de 15 ans, si on en retient l'âge de 15 ans, pour en discuter après, si on retient 15 ans comme âge, une victime qui a 14 ans et 11 mois, qui a une relation amoureuse avec un garçon qui lui a 18 ans et 1 mois, eh bien nécessairement, s'il y a eu une relation sexuelle avec pénétration, le garçon comparaîtra devant la cour d'assises et ne pourra pas échapper à la condamnation devant la cour d'assises. Une présomption irréfragable, c'est une présomption qu'on n'a pas le droit d'essayer de détruire. C'est une valeur absolue qui dit, en deçà d'un certain âge, on n'a pas de consentement. C'est pas la peine d'essayer de prouver le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense pénale possible. C'est, de mon point de vue, contraire aux principes fondamentaux des États de droit et vraisemblablement de notre Constitution, et ça serait au Conseil constitutionnel de le dire. Face au risque anticonstitutionnel, la réflexion se poursuit. La question sera tranchée par le Parlement lors de l'examen du projet de loi sur les violences sexuelles au printemps 2018. Mais au-delà du consentement, le Sénat étudie le principe du délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineurs. Les gars, 90% des viols sur mineurs sont commis par un proche de la victime. Et le milieu sportif n'est pas épargné. Ancien rugbyman, Sébastien Boueil était violé par le mari de sa cousine pendant son adolescence. Il s'investit maintenant dans la prévention et la formation des professionnels de l'enfance. Ce soir, il est à Marcoussis, au Centre national du rugby, face à de futurs entraîneurs. Tous les vendredis, il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Ce que ne savaient pas mes parents, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violait. Et après, il buvait le café avec mes parents. Donc voilà comment fonctionne le prédateur. Pour lui, c'était une relation homosexuelle consentie. On parle de consentement actuellement. Mais pour lui, c'était ça, alors que c'était bien du viol et des crimes. Ils étaient 3 amis, 3 victimes du même prédateur. Sébastien Boueil a mis 18 ans à briser le mur du silence. Il porte plainte à l'âge de 30 ans, sans pouvoir imaginer les conséquences que cela allait avoir. J'ai convoqué toute ma famille, tous mes oncles et tantes, et après tous mes cousins et cousines. J'avais une très grande famille. J'en ai perdu les 2 tiers dès que j'en ai parlé. Et c'est pas des réactions on n'est pas prêt à avoir ces réactions, puisqu'on était une famille soi-disant liée. Et malheureusement, quand on est victime dans une famille, on est le caillou dans la chaussure. Donc c'est là où j'ai connu ma première dépression en fait, quand j'ai parlé. Le cas de Sébastien Boueil n'est pas isolé. La famille préfère parfois rester dans le déni. Après le procès, il a créé son association pour protéger d'autres victimes potentielles. On va leur apprendre à identifier leurs parties intimes. Et du moment que tu sais te laver seul, t'habiller seul, qui a le droit de toucher tes parties intimes? Donc c'est toi et le médecin. Même papa et maman, ils n'ont plus le droit de toucher tes parties intimes parce que ton corps t'appartient. Et à qui, si tu as un secret qui te rend malheureux, à qui tu dois le dire? Donc identifier la personne de confiance. Quand je l'ai vu partir me noter, c'était le début de ma résilience. Je suis passé d'un monde de haine à un monde apaisé. Et comme je dis souvent, ce que j'ai perdu en sensation, je l'ai gagné en émotion.
Donc moi, le procès, pour moi, il a été reconstructeur et ça a été vraiment le début de ma résilience. Un procès salvateur pour Sébastien Boueille, qui a réussi à faire condamner son agresseur à 10 ans de prison. Mais comme beaucoup de victimes, Miye Koiyama n'a pas eu cette chance. Elle a été violée dans le milieu familial à l'âge de 5 ans par un cousin éloigné. Suite à un choc émotionnel, les souvenirs des viols sont remontés à sa mémoire 32 ans plus tard. Des faits qu'elle avait complètement occultés, c'est ce que l'on appelle l'amnésie traumatique. En 2011, elle porte plainte contre son agresseur, mais les faits étant prescrits, l'affaire est classée sans suite. Miye Koiyama n'obtiendra jamais réparation devant la justice. C'est un dessin qui est estampillé déjà, ça c'est important, 31 janvier 1978, donc quelques mois après les viols que j'ai subis. Et on voit un homme avec la moustache. Mon père ne portait pas de moustache, mon agresseur en avait une. On voit un enfant sans bouche qui est traversé par un serpent. Lorsque ma plainte a été classée sans suite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, comme donc les souvenirs viennent de ressurgir, mais donc on a le sentiment qu'on est victime une seconde fois de ces viols en fait. Donc c'est comme si ces crimes, on a besoin d'une réponse. Enfin moi j'avais besoin d'une réponse judiciaire à ces crimes et le terme de prescription c'était presque insupportable en fait. L'idée, je pouvais la comprendre intellectuellement, le droit à l'oubli, mais c'était exactement l'inverse de ce que je vivais dans mes émotions, physiquement, psychologiquement, intellectuellement, enfin. Depuis la loi de 2004, qui a allongé le délai de prescription, une victime a jusqu'à 38 ans pour porter plainte, soit 20 ans après sa majorité. Mais bientôt, le délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs devrait être allongé à 30 ans. Un engagement du président de la République, après une proposition faite sous le précédent quinquennat. J'y suis favorable parce que je me dis que si on considère les phénomènes d'amnésie traumatique qui parfois sont évoqués, ou pour toute autre raison, après tout, je peux entendre que ce délai, qui est donc allongé de 10 ans par rapport à la situation actuelle, permette de reconstituer un faisceau d'indices autour peut-être de témoignages ou autour d'autres éléments qui, après tout, pourraient aboutir à ce que souhaitent les victimes. Mais ce que souhaitent les victimes, c'est la possibilité de porter plainte contre leur agresseur, quel que soit le temps qui s'est écoulé après les faits. Faute de réparation devant les tribunaux, Miye Koiyama s'est lancée dans un combat pour faire modifier la loi. Reçue au Sénat, en tant que victime d'amnésie traumatique, elle raconte son histoire. Miye Koiyama. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. On a bien eu votre demande. Merci beaucoup. Très heureux de vous auditionner là aujourd'hui. Moi de même. Entrez, je vous en prie. Merci. Et Miye Koiyama est décidée à faire changer la loi en s'appuyant sur la dernière réforme de février 2017 sur les délais de prescription. Notre combat aujourd'hui, c'est se battre pour introduire l'amnésie traumatique dans la loi. Et notre proposition, en fait, c'est d'utiliser un des articles de la nouvelle réforme de la prescription pénale sur la notion d'obstacle insurmontable. C'est-à-dire faire en sorte que le législateur considère que l'amnésie traumatique est un obstacle insurmontable et donc suspendre le délai de prescription et donc permettre à des victimes qui le souhaitent de pouvoir déposer plainte lorsqu'elles sortent de l'amnésie traumatique. Certains sénateurs ne sont pas insensibles à cette idée. À leurs yeux, l'amnésie traumatique pourrait être reconnue dans la loi comme un obstacle insurmontable, permettant de lever le délai de prescription. Les sociétés évoluent, les protections évoluent et il appartient au législateur qui doit sentir la société, qui doit sentir ce qui se passe lorsqu'il considère qu'il y a des protections majeures à apporter, majeures au sens exceptionnel. Eh bien on doit pouvoir modifier aussi la loi, c'est notre rôle. Il n'y a pas des choses qui sont figées dans le marbre à tout jamais. Et puis là encore, je redis, on touche à des actes criminels qui touchent évidemment des personnes, mais dans l'intimité qui est la plus grande, qui est la plus aboutie et qui marque à vie des esprits et des cerveaux et des vies. Saisie en 2013 par Miye Koiyama, la Cour de cassation refuse néanmoins de reconnaître l'amnésie traumatique. Ce phénomène n'est pas prouvé scientifiquement, selon le procureur général Jean-Claude Marin. Il faudrait
pour aller dans le sens d'un décalage de la prescription prenant en compte l'amnésie traumatique, qu'il y ait premièrement un effort, ou plus exactement un progrès scientifique, qui permette d'objectiver cette amnésie traumatique, et deuxièmement que cette amnésie traumatique puisse, j'allais dire, être au cas par cas démontrée scientifiquement s'agissant de chacune des victimes. Si l'amnésie traumatique ne peut pas être reconnue dans la loi, certains sénateurs réfléchissent à l'imprescriptibilité pour les crimes sexuels sur mineurs, comme c'est le cas en Suisse ou en Grande-Bretagne. En France, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Mais au sein de la plus haute juridiction de France, les magistrats avancent la question des preuves, difficile à réunir des dizaines d'années après les faits. Une imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs qui aurait des conséquences bien plus vastes. On pourrait imaginer une imprescriptibilité, mais cette imprescriptibilité ne pourrait pas être décidée pour les crimes seuls commis contre les mineurs. Il faudrait revisiter l'intégralité de notre organisation du temps utile pour des poursuites pénales. Aujourd'hui, nous n'avons comme crime imprescriptible que les crimes contre l'humanité. Il pourrait être, j'allais dire, choquant de déclarer les crimes sexuels commis contre les mineurs imprescriptibles et de laisser à 20 ans l'assassinat suivi de torture contre un majeur. Mais au Sénat, ébranlés dans leurs convictions, les juristes de la Commission des lois estiment que le droit doit s'adapter et évoluer. J'ai évolué parce que jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup raisonné simplement comme un juriste, à la fois comme un avocat, comme un membre de la Commission des lois, mais que cela ne suffit pas. Parce que c'est évidemment pas seulement ça. Et il faut appréhender aujourd'hui ce sujet-là à travers tous ces prismes, mais singulièrement en inversant le débat et en s'occupant d'abord de la victime et en sachant qui on veut protéger. Mieux protéger les enfants en modifiant la loi et le code pénal, c'est tout l'enjeu pour le législateur. Face aux affaires récentes qui ont choqué l'opinion, il faut apporter une réponse à la souffrance des victimes, mais éviter aussi une loi uniquement façonnée par l'émotion. Aujourd'hui, seulement 1% des plaintes pour viol conduisent à une condamnation.